Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un objet assez commun, assez banal. Malgré tout, on se retrouve pour une arme qui est certes commune, banale, qui est connue, déjà connue et archi connue de tous les passionnés d'armes, mais qui n'est pas commune sur les pas de tir en raison de la législation. Parce que c'est pas vraiment une arme, conçue pour le sport. Je sais pas si je peux le dire ça, mais c'est un fait, c'est historique, c'est avéré. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un pistolet MAB modèle D. Donc sur ma chaîne, vous en avez quelques exemplaires de MAB. Je vous ai fait le MAB modèle A en 6,35 il n'y a pas très longtemps. Je vous ai également fait le MAB R, beaucoup plus rare, en 7,65 également. Et là, je vous propose un modèle assez courant. Je vous propose le MAB modèle D, mais qui malgré tout pour moi est intéressant. Et c'est donc pour ça, dans ce but, que je vous le présente. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation du MAB modèle D en calibre 7,65 Browning. Donc avant toute chose, on va bien sûr s'assurer que l'arme est chargée, parce que vous savez bien que les tireurs sportifs sont des gros malades, on s'est fous de la gâchette, voire même des commandos de combat, et donc qu'ils ont toujours leur arme chargée tout le temps, en toutes circonstances. Donc pour ce faire, on retire le chargeur, on s'aperçoit que l'arme est vide. Et attendez. Ah oui, ça fait partie des choses qu'il faudra dont je vous parle. Et on regarde également à l'intérieur de la chambre et on s'aperçoit que l'arme est vide. Super, absolument fabuleux. Tac, tac, on percute. Et voilà, c'est réglé. On va pouvoir discuter de ce pistolet. Voilà. Donc le MAB modèle D. Donc MAB pour manufacture d'armes de Bayonne, d'accord. Modèle D, parce qu'il y a plusieurs modèles, comme je vous l'ai dit en préambule donc de la vidéo. Vous avez le MAB modèle A en 6,35, le MAB B en 380 je crois, ACP, le MAB C, donc qui est le même modèle que celui-ci mais en plus court. Il a un canon donc de 8 cm, le MAB C, et un chargeur de 7 cartouches. Il existe de 7 cartouches en 7,65 et 6 munitions en 380 CP. Donc le MAB C en 7,65 et en 380, et le MAB D, celui-ci en calibre, il existe en calibre 7,65 et en calibre 380. Donc en 380 ACP, je crois que vous mettez 7 cartouches dans le chargeur plus une dans la chambre. Je vous le fais de tête, vraiment de mémoire. Et celui-ci, on va s'intéresser à celui-ci en 7,65 et vous mettez 8 cartouches dans le chargeur. Là, 8 cartouches dans le chargeur et une cartouche dans la chambre. Je crois qu'également, si je continue de mémoire pour m'amuser à vous les faire, vous avez le MAB E qui mérite d'être connu en 6,35. Le F, je sais plus ce que c'est. Après, je sais que après les autres, je les connais plus, jusqu'au MAB R qui existe, le MAB R qui existe en 7,65 et en 9 mm. Et après, je peux vous parler du MAB P15 qui est très célèbre. J'aimerais beaucoup vous en présenter un jour, si j'ai la chance, qui est en calibre 9 para. Voilà, on va s'arrêter pour ça, la série généraliste des MAB, et on va repartir sur ce modèle en MAB, donc le MAB D en 7,65. Donc, ce pistolet, il est intéressant parce que quand je vous dis qu'il est courant, c'est un pistolet qu'on retrouve beaucoup, des fois qu'on retrouve dans les greniers, tout ça. Donc peut-être que principalement les personnes intéressées par cette vidéo sont les personnes qui ont trouvé quelque chose en héritage dans leur grenier et qui voudront savoir
qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que c'est, éventuellement qui voudront connaître l'historique de ce pistolet. C'est principalement pour ça que cette vidéo a été réalisée. Voilà, moi comme vous le savez, j'aime bien les petites armes comme ça, Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup ce genre de petits modèles. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo sur ce modèle. En plus là on a un exemplaire mais qui est rigoureusement bien conservé. Il est dans un super bon état et je trouve que ces armes sont des témoins de l'histoire et que c'est plutôt intéressant quand on en a en bon état, hein, de pouvoir les présenter, de pouvoir voilà. Je ne cesserai jamais de dire, moi j'incite vraiment les tireurs à prendre ce genre de petits trucs en détention. C'est toujours intéressant. Et on peut dire ouais, ça disparaît, mais effectivement les armuriers, s'ils les vendent pas, ils les détruisent. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est un truc avec une autorisation de détention, tu peux le trouver pour 300 balles grand max. Je trouve que ce serait, bon, c'est mon point de vue, après je trouve que ce serait con de s'en priver. Voilà. Donc sur ce pistolet, rapidement sur l'historique de ce flingue, c'est un pistolet qui a été conçu à 200 000 exemplaires. Il a été construit entre 1933 et 1967. D'accord. Donc il a été conçu à 200 000 exemplaires. Il a été conçu en calibre donc 7,65 Browning. Hein, comme ce modèle là que vous avez devant les yeux, et il a également été conçu en calibre 380 ACP. Donc le nombre d'exemplaires en 380 et le nombre d'exemplaires en 7,65, ça je ne saurais pas vous le dire. En revanche, je peux vous dire qu'il a été conçu donc dans ces deux calibres. D'accord. On est sur un pistolet où historiquement, enfin, un passionné d'armes, un collectionneur d'armes, un connaisseur en armes à feu, il pourra vous dire que ce modèle, il a été quand même conçu pour concurrencer très clairement le Browning 1910 modifié 22, le 10-22. Voilà, il a vraiment été conçu ce modèle pour concurrencer le Browning 10-22. Voilà, le 10-22 donc en 7,65. Voilà, c'est très clairement le cas. Il a des différences notoires, notamment au niveau de son mécanisme. Lorsque la sûreté est mise, le Browning 10-22 bloque le système de sécurité, bloque la gâchette, alors que sur ce modèle ici là, donc le MAPD que vous avez donc devant les yeux, le système de sécurité bloque la queue de détente. Oui, parce que la gâchette et la détente c'est pas la même chose, hein. Voilà, il y a que dans les films, j'ai pressé la gâchette, ou dans les clips de rap, j'ai pressé la gâchette, je lui en ai mis une dans la tête. Ça c'est dans les films ou dans les clips de rap. En fait, on ne presse pas la gâchette, on presse la queue de détente. Hein, les journalistes aussi, ils aiment bien la gâchette. Je suis journaliste. Mais en fait, voilà, donc la queue de détente. Ici, le système donc de sûreté. Hein, et on va en reparler de ce système de sûreté. Il n'est pas exempt de défauts. Hein. Mais le système de sécurité, ici, il bloque la queue de détente et il sert également pour bloquer la culasse. Voilà. Oui, bah vous voyez, il n'est pas exempt de défauts, c'est que il bloque la culasse à condition qu'il tienne bien. Ouais, voilà, vous voyez, il bloque la culasse, mais il crochette mal. Et voilà, on le lâche, ça crochette très mal. Ce système de sécurité, tant que je suis dessus, il a aussi un très gros problème, c'est que en sortie de poche, hein, puisque ça pouvait être une arme qui pouvait peut-être portée par des flics en civil, puisque ça a été une arme de dotation, on va y revenir, c'était une arme de dotation de la police, en sortie d'étui, donc de holster, ou en sortie de poche, regardez. Mais je fais même avec le même, vous voyez. Alors certes, quand la sûreté est mise,
elle s'enlève facilement. Oui, bon, regardez. On imagine le cas. Tac, j'ai sorti l'arme de la poche. Merde. Bon, effectivement, je l'enlève facilement pour percuter, mais malgré tout, elle se met extrêmement facilement. C'est exactement, on a exactement le même problème sur le pistolet MAB modèle A. Vous vous rappelez, je vous ai présenté le MAB A en 635 il y a quelques mois. Hein. Sur le MAB A en 635, vous avez exactement le même souci avec le cran de sûreté ici. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est un défaut. Vous avez également une deuxième sûreté sur ce pistolet. C'est... Regardez, j'ai armé et pourtant, ça percute pas. Tout simplement parce qu'à l'arrière, ici, vous avez la pédale de sûreté. Une pédale de sûreté qu'il faut presser pour appuyer sur la détente. Exactement comme sur un Colt 45. Voilà. Par exemple. Ou d'autres modèles, hein, puisque beaucoup de ces pistolets du XXe siècle ont ce système. Hein. Il faut bien comprendre que les grands fabricants, si vous voulez, les grandes manufactures, hein, se sont un peu copiés les unes les autres, d'accord ? Se sont un peu copiés les unes les autres pour fabriquer, ce qui veut dire que beaucoup de ces modèles se ressemblent et quelque part on s'est servi des grandes productions pour, si vous voulez, tester des nouveaux systèmes. Voilà. Vous avez également une haute sûreté. Vous avez 3 sécurités sur ce pistolet. Haute sécurité. Yeah. Une sécurité de chargeur, vous voyez. J'ai beau être armé, appuyer sur ma pédale de sûreté, presser ma détente, il se passe rien. Si je remets le chargeur, ça percute, vous voyez. Voilà, donc il y a 3 systèmes de sécurité sur ce pistolet. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est pas sans poser de nombreux problèmes, parce que les anciens qui avaient ce type de pistolet pendant la Seconde Guerre, dans la table de nuit, pour éviter des fois les problèmes, ils retiraient le chargeur. Et si vous avez le malheur de retrouver le flingue sans le chargeur, bah c'est un peu problématique, c'est un peu galère. À savoir également que tous les chargeurs de MAB-D ne sont pas forcément compatibles entre eux. Voilà. Il y a pas mal de choses à dire, hein, sur ce pistolet. Mine de rien, ça a beau être un truc assez courant, il y a quand même pas mal de petits trucs à dire. Autre chose intéressante à savoir sur ces pistolets, il y a 2 générations de MAB-D. C'est un peu comme les Glock. Les Glock génération 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là on n'est pas allé aussi loin, mais il y a 2 générations. D'accord? Alors je vais vous donner une astuce qui vous servira pour reconnaître les 2 générations, savoir si vous avez entre les mains un MAB-D génération 1 ou un MAB-D génération 2. Regardez, l'astuce, ça se situe au niveau, donc je vais essayer de vous montrer mieux que ça, bordel de merde. Ah, attends. Si ça veut bien faire la mise au point, bordel de merde. Ça se situe au niveau de la glissière, donc de la culasse ici. Ici, vous avez des stries, d'accord, qui sont verticales. Tac, tac. Vous voyez, ça nous dit qu'on est sur un MAB-D génération 2, qui sont les plus courants. Et alors que sur les MAB-D génération 1, les stries que vous aurez donc ici sont des stries verticales, donc comme ça. Ici, elles font comme ça. D'accord? Elles sont comme ça, les stries. Alors que sur le génération 1, elles sont comme ça, donc elles sont verticales. Là, ici, vous avez les stries horizontales, alors que sur le MAB-D génération 1, les stries, donc sur la culasse, sont des stries verticales. Voilà. C'est un des points fondamentaux qui distingue les deux versions. Voilà. Il faut savoir que sur ces modèles, donc le MAB-D, il a été conçu donc en 1933
jusqu'en 1967. Il faut savoir qu'il y a eu des petites modifications mineures qui ont été apportées sur ce pistolet en 1948, en 1946, en 1948 et également en 1950. Voilà. 1946, 48 et 1950, on a donc fait des modifications. Hein, les stries, là, vous pouvez également les retrouver de l'autre côté. Pareil. Voilà. Elles sont présentes donc de chaque côté. Historiquement, il faut savoir que ce sont donc des armes qui ont équipé la résistance française. Ce sont des armes également qui ont équipé la Wehrmacht, qui ont également équipé la police de Vichy, la milice, bien sûr, mais également les FFI, donc les forces françaises de l'intérieur. Voilà. Pendant donc la Seconde Guerre mondiale, la marine nationale également en a eu en dotation, hein, jusque dans les années fin des années 60, puisque la marine en a eu en dotation, notamment en Algérie et pour la guerre d'Indochine. Voilà. Vous pouvez voir que c'est une arme de service, hein. Caractéristique, il y a une dragonne. Voilà. Il faut savoir également que cette arme a été commercialisée sur le marché américain sous l'appellation WAC, le gendarme. D'accord. WAC, W-A-C, le gendarme. Ok. WAC, le gendarme. Il faut également savoir que cette arme, elle a été vendue à différentes polices. La police néerlandaise en a eu. D'accord. Au niveau de la France, eh bien, les forces de gendarmerie ont été équipées de ce pistolet. Les forces de police ont également été équipées de ce pistolet. L'Office national des forêts a également été équipé de ce pistolet, mais également la Banque de France. Voilà. Et l'administration pénitentiaire aussi. On a eu en dotation. Donc on va dire toutes les forces régaliennes de sécurité ont eu cette arme en dotation. Par contre, ils ne s'en sont pas tous, ils s'en sont pas tous séparés au même moment. Voilà. Prenons l'exemple, par exemple, de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale a eu cette arme en dotation pendant un moment. Et on était à la fin de la guerre, à la fin 1945. Pour une raison très simple, c'est qu'on était à la fin de la guerre, la France était en reconstruction et on avait autre chose à branler, si vous voulez, que d'aller faire des guns, hein, d'aller fabriquer des calibres. On avait autre chose à branler, c'était la fin de la guerre. Donc à cette époque-là, la gendarmerie nationale avait un armement très hétéroclite. On pouvait trouver tout et n'importe quoi. On pouvait trouver des Luger P08, des Walter P38, des MAB. On trouvait dans la gendarmerie tout et n'importe quoi. Voilà. Et donc après, ce qui s'est passé pour ces unités, les unités ont progressivement abandonné ce pistolet, pas tout en même temps. Alors les forces armées, notamment les gendarmes, eh bien ils ont abandonné ça pour du 9 mm. Hein, ils sont passés par la suite après au Mac 50. D'accord, ils ont eu des Mac 50. Bien plus tard. Et pourquoi est-ce qu'on a abandonné le calibre 7,65? Même les forces de police ont aussi abandonné le 7,65 Browning, tout simplement parce que dans les années 70, il commençait déjà à y avoir des phénomènes de terrorisme avec la bande Abadère etc. Et tout un tas de bandes. Après on a eu Action Directe en France, on a eu des trucs comme ça, et ces réseaux terroristes ou les réseaux de grand banditisme utilisaient déjà des calibres plus puissants que les policiers. Le grand banditisme à cette époque-là, il était en 11,43, même si bon, il n'y avait pas d'armes de dotation à proprement parler pour les bandits, mais bon, c'était des armes qui étaient très courantes et ça coûtait que dalle à l'époque. Enfin, ça c'est encore autre chose. Voilà, ça coûtait que dalle, mais ils avaient les grands bandits de l'époque, ils avaient déjà du 9 para, ils avaient déjà du 11,43. Voilà. Hein, si on s'intéresse historiquement à comment étaient armés les bandits de l'époque, hein, ils avaient tous du 9 ou du 11. Hein. Voilà.
Donc les policiers qui étaient avec leur petit 7,65, les cognes, comme on disait à l'époque, ils étaient avec leur petit 7,65, tu parles que c'était un petit peu dérisoire. Voilà. Bon. Ensuite, la production a été abandonnée de ces pistolets en 1967. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ces flingues? Ben, on est sur un... si je peux vous dire que les polices municipales en ont eu également en dotation. Ben, c'est un peu spécial les polices municipales puisque c'est le maire de la ville qui passe commande auprès de l'armurier du coin pour ces équipes. Alors les policiers municipaux jusqu'en 2015, que je vous dise pas de conneries, étaient équipés uniquement, avaient le droit d'avoir du 38 spécial et du 7,65 uniquement. Donc en 7,65 ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient du moment que c'était du 7,65. Donc il y a eu des policiers municipaux qui ont eu ce genre de flingue. Et depuis 2015, les polices municipales se séparent donc de leur 7,65 et de leur 38 pour s'équiper en 9 par an. Voilà. Mais d'où l'intérêt de pouvoir acheter ces petites armes en armurerie pour vraiment que dalle, quoi. Voilà, je pense même pour 200 balles, vous pouvez trouver ça. Hein. 200-250 balles, vous pouvez le trouver. Voilà. Donc on est sur une arme qui fonctionne en simple action à percuteur lancé. Voilà. La détente elle est agréable. Tac. Alors, voilà, détente agréable. On est bien sûr sur une hausse et un guidon fixe. Donc, on est sur des éléments de visée non réglables. Point notoire qu'il est assez intéressant de souligner, c'est que le chargeur s'enlève vraiment facilement. Regardez. J'appuie donc, j'appuie ici sur mon déverrouillage, tac, tac. Et pour l'époque, ça c'était assez intéressant. Vous voyez, tac. Voilà. On est sur un chargeur qui se retire et qui se met vraiment très facilement. Il y a vraiment l'engagement du chargeur est vraiment super simple sur ce type de pétard. Voilà. Sinon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sur un flingue qui pèse 800 grammes. D'accord. On est sur un canon rayé, bien sûr, de 10 cm. D'accord. On est sur un chargeur qui contient 8 cartouches. Voilà. Il faut savoir que ces armes étaient livrées donc en dotation dans la police nationale, par exemple. Et il était livré avec un holster, un étui prévu pour ce flingue. Et dans l'étui, il y avait au-dessus de l'étui, il y avait une pochette. On pouvait mettre 2 chargeurs supplémentaires. D'accord. Donc un chargeur dans l'arme et 2 chargeurs supplémentaires. Voilà, ce qui en était à 24 coups. Voilà, 24 cartouches. Ce qui en soi, bah, c'était pas mal quoi pour de la défense. Pour l'époque, c'était pas mal. Donc, si vous avez un étui police complet, si vous avez cette arme avec son étui police complet, vous devriez donc avoir le flingue, l'étui, plus 3 chargeurs. Donc, un chargeur dans l'arme et 2 chargeurs qui sont positionnés donc au-dessus de l'étui. Bon, il faut savoir que depuis le temps, bah, ces flingues, voilà, on les retrouve dispatchés, voilà, 2 chargeurs à droite, un chargeur à gauche, un machin. Depuis le temps, beaucoup d'exemplaires ne sont plus complets, si vous voulez, mais c'est comme ça normalement, théoriquement, qu'on devrait les retrouver. Voilà. Moi, j'aime bien ce pistolet. Alors, c'est un pistolet qui est assez sympathique. Au niveau du tir, c'est pas vraiment une arme de précision. Mais si vous voulez une arme pour du fun, si vous aimez l'histoire de France, si vous voulez une arme historique
pour vous amuser au stand de tir, un peu fun, sincèrement je vous conseille ce pistolet. Je vous conseille ce pistolet parce que les munitions en 7,65 Browning sont des munitions accessibles qu'on trouve facilement. Enfin, ça dépend des armureries, mais on les trouve. Je rappelle à toute fin utile que vous êtes locataire de vos armes en tant que tireur sportif français. Vos armes ne vous appartiennent pas. Voilà. Donc ça revient à être des armes de prêt. Donc voilà. Donc ça permet de payer quand même à moindre coût. Hein, ça permet de payer à moindre coût un petit pistolet sympatoche qui a une histoire et avec lequel vous pouvez vous faire plaisir au stand de tir. Voilà. Le 7,65 c'est un calibre qui a pas énormément de recul. Vous pouvez faire tirer madame, vous pouvez passer des bons moments avec ce genre de petits pistolets. Moi personnellement j'aime beaucoup. J'aime bien ce genre de flingue. Bien sûr on n'a pas le chien apparent. Le chien ici n'est pas apparent. Hein. Comme je vous ai dit, on fonctionne sur un simple action à percuteur lancé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce flingue? Bah, regardez, je vous montre les plaquettes. Ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Là, franchement, on est sur un modèle qui est très très bien conservé et que j'avais réellement plaisir à vous présenter. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce flingue. Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Voilà. Je vous ai fait un peu l'historique. Alors c'était peut-être une vidéo un peu gavante, mais c'était une vidéo historique qui me semblait intéressante et nécessaire à faire. Voilà. J'espère que le blabla ça vous a pas trop ennuyé, que c'était pas trop relou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, comme à l'accoutumée, on se dit bonne semaine et bon tir.